ik själv blind, var ik själv blind, var ik själv blind. Bonjour et bienvenue sur L'élégance des faibles, le podcast qui raconte l'histoire de mes dépressions. Ce journal intime est émotionnel. Il est le récit d'une portion de vie. J'y décris mes angoisses pour ne pas oublier et j'y explore les contours de mon rapport au monde. Moi, c'est Marie. Je suis née en 1986 à Paris. Je suis architecte et je suis la maman de Louise qui a 8 ans. J'ai souffert d'une dépression du postpartum à sa naissance, puis de cette dépression sévère par la suite. Ici, je vous propose un espace sans tabou pour libérer la parole et désamorcer toute forme de culpabilité. Ici, je vais vous raconter mes dépressions, pas à pas, dans les détails et sans langue de bois. Bonne écoute. 4e épisode, le voile et l'humiliation. Le voile sur la réalité. À l'arrivée de ma dépression, j'ai vu apparaître devant mes yeux un voile opaque gris qui a métamorphosé à jamais ma perception du monde. Les couleurs chatoyantes en furent dénaturées, désaturées, atténuées. Les odeurs, jusqu'alors si douces, se déformèrent en des effluves insupportables. Les chants des oiseaux se muèrent en un crissement inaudible. Le vin s'altéra et laissa la place à un breuvage exécrable. Tout ce qui auparavant paraissait si beau était devenu gris, pâle et insipide. Une illusion agréable vaut mieux qu'une dure réalité. Christian Nestel Bovy. Avant la dépression, ma vérité était celle d'un voile sensuel qui se nichait devant la réalité. Ce voile opaque était, certes, de toute beauté, seulement son attrait me privait de la vue imprenable, celle qui se cache et qui doit se mériter, mais dont on ne regrettera jamais, après l'avoir découverte, de l'avoir tant cherchée. Ce voile est souvent salutaire, car il est vrai que la lumière peut être trop vive, elle peut même se faire éblouissante, mais elle est source de vie. Et si ce rideau est juste un voilage quand on a 20 ans, il est remplacé par du lin plus épais et luxueux quand on a des enfants, et finalement, on se paye des bons gros doubles rideaux vers la cinquantaine pour finir par des volets automatiques à l'âge de la retraite. Nombreux sont ceux qui se moquent bien de la vérité. Ils se sentent parfois, à juste titre, persécutés et cherchent simplement des coupables. Alors je m'interroge. Et si les coupables n'étaient pas ceux que l'on nous incite à pointer si aisément du doigt? Et si le vrai coupable était la société capitaliste mondialisée? Ne mériterait-elle pas d'être assignée à comparaître à un procès équitable afin de répondre de son manque d'humanité et de son implacable absence de respect pour la dignité de ses sujets? Ne serait-elle pas la vraie responsable de la misère, du chômage, de la violence, des inégalités et de la dépression généralisée? Le monde n'est pas d'une simplicité qui s'enseigne. Le voile sur la réalité altère son authenticité. Ce filtre ne laisse passer qu'une partie de la vérité, mais l'essence même de cette vérité ne traverse pas le tissu du voile. Les grains sont broyés pour devenir de la poudre qui se diffusera dans l'eau. Il ne reste alors qu'une infusion de la vérité. Elle est manipulée pour devenir tout autre, plus douce et acceptable. Car les grains de la réalité sont bien trop amers, ils sont immangeables. Alors, on les jette, on les met au rebut, on les altère, afin que ne reste d'eux que ce que l'on a choisi de garder. Le breuvage exquis, pâle, trompeur, celui que l'on ne voudrait pour rien au monde abandonner. Il ne faut pas croire naïvement à ce que nous offre le monde. Jean-Paul Sartre.
l'humiliation. À l'âge de 6 ans, j'ai été rackettée à l'école pendant 1 an. Je suis devenue une esclave, sujette au bon vouloir de mes bourreaux. Plus tard, j'ai également été agressée et battue. Je ne reviens pas souvent sur ces histoires, je n'aime pas y penser. J'ai d'ailleurs parfois l'impression qu'elles composent l'histoire de quelqu'un, certes, mais pas la mienne. Peut-être était-ce un songe, un mauvais rêve qui m'a bouleversée, mais qui n'est pas réel. Serait-il possible que ces événements soient le fruit de mon imagination ? Quoi qu'il en soit, j'ai rarement abordé ces sujets, ce qui a probablement contribué au sentiment qu'ils n'ont pas réellement existé. Je me demande souvent en quoi ces épreuves ont modelé mon rapport au monde. J'ai toujours été introvertie, j'ai une petite voix fluette, j'étais très mince, pas très grande, j'ai un visage très fin, je ne prends pas beaucoup de place. Je me souviens avoir ressenti une peur paralysante face à ces 2 filles qui me voulaient du mal. Je me suis sentie minuscule, sans force, désarmée, incapable de réagir et inapte à dire non. Je me sentais coupable d'être qui je suis, de venir d'une famille aisée et aimante, tandis qu'elle grandissait dans une famille pauvre, turbulente, et dans laquelle elle manquait sûrement d'amour. Je me sentais coupable d'avoir de la chance, car il est vrai que c'était injuste. J'ai même souvent eu de la compassion pour elles, une forme d'empathie face à leur mal-être. Peut-être méritais-je d'être punie car j'étais privilégiée. Peut-être avait-elle le droit d'être en colère et de chercher à se venger sur ceux qui ont tout, alors qu'elle n'avait rien. J'ai toujours compris leur colère, je la ressentais, parfois d'ailleurs envers moi-même. Il est probable que cette dépréciation de moi-même soit la raison pour laquelle ces filles aient orienté leur haine vers moi. Alors, je les ai laissées faire, j'ai accepté leur rage et je me suis pliée à leur volonté. Je les ai autorisées à me traiter comme un pantin, je les ai laissées me prouver que je ne méritais ni le respect ni la compassion. J'avais tellement honte car, par mon silence, j'avais concédé que tout était de ma faute et que par conséquent, je méritais sûrement d'être punie. Le regard sur moi était cruel, mais je ne l'ai jamais remis en question. J'ai fait ce qu'elles attendaient de moi, quelles qu'en soient les conditions. J'ai accepté le coup près du rejet. Silencieusement, sans colère ni heurts, j'ai simplement admis que l'acceptation sociale n'était pas pour moi. Depuis cette époque, je me suis souvent chuchotée. Le regard des autres n'est pas bienveillant, mais tu le mérites. Il n'est que la conséquence de ton existence. Tu n'es pas digne d'être vu, considéré, aimé, entouré, encouragé. Tu ne le mérites pas parce que tu es. La simple réalité de ton existence est une raison suffisante. Tout au long de ma vie, j'ai subi l'humiliation, à l'école, au travail, dans ma vie amoureuse. Je la subis encore, elle fait partie intégrante de ma réalité. Il y a quelques années, je fumais une cigarette dans la rue, quand un homme s'approcha de moi calmement. Il voulait une cigarette. Je lui ai alors répondu calmement que je n'avais pas de cigarette, car j'étais descendue dans la rue pour fumer sans mon paquet. Il m'a regardé un instant, sans rien dire. Puis il m'a giflé, simplement, sans un mot, puis il est parti. Moi, je n'ai pas réagi. Je me suis sentie figée sur place. J'ai fumé ma cigarette et je suis rentrée. Cet événement m'a beaucoup marquée. Sans doute est-ce lié au fait que ce geste était violent et gratuit. Mais il y a également l'humiliation que j'ai ressentie comme une atteinte à ma dignité. Car encore une fois, je n'ai pas riposté. Je suis restée là et j'ai subi. Selon un article du Cairn, l'humiliation, donc la souffrance, serait la nouvelle figure de la condition humaine dans nos sociétés technologiques et nos économies mondialisées. L'humiliation est une forme intense,
voire radicale, de souffrance psychique. Elle dévalorise, méprise et met en cause le droit de l'individu à être, vivre, sans justification. Elle tend en effet à effacer le sujet dans sa qualité même d'être humain, qu'il s'agisse ainsi, chez Marx, de la condition aliénante de l'ouvrier d'usine, de l'humiliation entre communautés chez Weber, ou, par Arinde et Memmi, de l'humiliation dans l'impérialisme, le racisme et le colonialisme, toutes ces formes d'aliénation et de ségrégation humiliante éclaircissent la question de l'humiliation dans la condition contemporaine. Dans le monde moderne, de nouvelles formes d'humiliation ont émergé car l'asservissement public est désormais illégal. Elles sont diffuses et parfois imperceptibles, mais également continues et délétères. Le manque de respect, de considération, le déni de reconnaissance, le rejet, ces avilissements résonnent en moi tant ils m'ont imposé d'être toujours plus rapide et efficace, tant ils ont engendré les sentiments de dévalorisation et d'infériorisation. Les conséquences de cette insécurité psychique, les répercussions de cette précarité mentale n'ont de cesse de me forcer à quémander, voire à supplier parfois, les droits fondamentaux sur lesquels est basée notre politique démocratique égalitaire, la dignité, le respect, la considération et la reconnaissance. L'égalité formelle des droits n'est pas suffisante, car malgré leurs évolutions, les pratiques sociales persistent à favoriser les hommes blancs et riches. Que reste-t-il de nous lorsque nous subissons l'abandon et l'oubli, parce que nous ne pouvons que difficilement, voire aucunement, nous adapter aux exigences du système ? L'économie psychique individualiste prône le fait que chaque individu est tenu de se faire valoir, de se promouvoir, de privilégier les interactions concurrentielles et compétitives au mépris de la gentillesse, du partage et de l'entraide. Cette misère sociale et psychique est une constance de ma dépression. Je suis toujours plus isolée, privée de repères et de contacts. Je suis perdue, dépendante, impuissante, désorientée, et par là même psychologiquement incapable de m'associer aux autres. Je suis pourtant née sous une bonne étoile, celle sous laquelle les uns ne sont plus asservis, ni réduits en esclaves, puisque tous naissent égaux en droit. Celle sous laquelle j'ai accès aux soins et au chômage, celle sous laquelle je ne meurs pas de faim. Mais c'est sans compter sur la fraternité, qui est une oubliée du triptyque liberté, égalité, fraternité. Ma dépression est née du stress et du harcèlement constant, de la pression et de l'épuisement. Considérée comme inutile, j'ai été exclue et délaissée dans une indifférence généralisée. Je me demande ce qui justifie cet exil. Suis-je dangereuse pour le monde moderne ? Suis-je une différence menaçante ? Mon éloignement est-il trop grand, trop radical ? Ma dépression est-elle inintelligible ? Rejet et humiliation, est-ce là ma pénitence pour avoir osé provoquer la torpeur collective par la mise en abîme de mes émotions ? Car mes excès semblent effroyables, ils paraissent insurmontables, hystériques, impudiques, mélancoliques, immorales, faibles, paresseuses. Ma nature discordante et terrifiante pour le monde civilisé. Je représente l'effroi d'un monde imprévisible et incontrôlable. Je ne suis pas une femme singulière, originale, particulière, irremplaçable. En revanche, je demeure dans l'ombre d'une identité immuable, figée, chosifiée, exclue de l'universel. L'exil social est ma rédemption, l'invisibilité est mon fardeau. Il n'est pas aisé de s'exprimer ainsi sans être accusé de se victimiser, ni de s'apitoyer sur son sort. Voici les discours triomphants de la société moderne. On est ce qu'on fait
et les « quand on veut, on peut ». Difficile d'être à la hauteur. Ces limites invisibles et cette oppression insidieuse sont les caractéristiques d'une nouvelle forme d'aliénation et de dépossession de soi, où le sentiment d'humiliation est fort, mais indiscernable, car a priori, étranger à notre monde civilisé. Les impacts de ce système sournois ne devraient pas être minimisés, car ils fragilisent le sentiment d'existence de ceux qui ne peuvent s'y conformer. Je dénonce et j'exècre l'arrogance qui impose la maîtrise de soi, le mépris, voire le déni de l'autre, celui qui entraîne des processus d'infériorisation et des logiques de ségrégation sous prétexte des nécessités de rendement et de productivité. Humilié, rejeté, je me replie, je m'étends, puis, inéluctablement, je disparais. Suis-je encore vivante? Car je ne sens plus rien, ni mon corps, ni mon âme. Dois-je réclamer mon existence? Je suis anesthésiée, figée tel un piquet, paralysée face à un monde brutal et injuste que je ne comprends pas. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous vous trouvez en détresse psychique, ne restez pas seul et parlez-en autour de vous. Il n'y a aucune honte à aller mal et ça arrive à tout le monde. N'hésitez pas à contacter un professionnel de santé, votre médecin généraliste, un psychiatre ou un psychologue. Si besoin, vous pouvez également contacter les urgences psychiatriques à côté de chez vous ou le numéro national de prévention du suicide au 31 14. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez et à partager cet épisode ou à en parler autant que possible autour de vous. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode de l'élégance des faibles. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. À très bientôt. Par Excel spleen. Par Excel spleen. Par Excel spleen.